Les amis, bonjour, bienvenue dans l'émission À votre santé sur TV ADP. Nous sommes le lundi 8 décembre 2025. Bonne fête de l'Immaculée Conception à tous ceux qui ont la foi et bonne recherche de l'existence à tous ceux qui ne l'ont pas encore. Alors, vous n'allez pas nous suivre sur la chaîne YouTube de TV ADP parce que nous avons subi un avertissement et une suspension de 1 semaine. Par contre, vous pourrez trouver tous nos programmes sur Crowdbunker, sur VK, mais également jusqu'à présent sur la chaîne YouTube de Eric Montana, tant qu'elle n'est pas censurée également. Aujourd'hui, on ne va pas parler santé. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a discuté avec Jean-Michel Jacquemin-Rafestin, journaliste indépendant, et Dieu sait si on en a besoin. Je crois que celui-ci, tout comme TVADP, ne recevra jamais le label de Macron et de sa clique. Et nous avons besoin de gens comme Jean-Michel pour nous parler de rétablissement de vérité concernant la crise sanitaire que nous avions traversée durant 5 ans. Je vous rappelle son premier opus, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est effacé par Martine Vonner, suivi du second. C'est la suite. Et le troisième, dont on va parler également parce qu'il traverse les frontières, il traverse même l'Oural. Il viendra nous en parler de lui-même. Jean-Michel a fait le voyage en Russie. Et vous savez qu'en ce moment, là, en Russie, on nous en parle beaucoup parce que, mon Dieu, on est sur le sentier de la guerre avec Poutine. Il se prépare d'ici 2030. Il faut sacrifier nos enfants. Vous avez tous entendu tout ça. Et les éventuels rétropédalages de la Macronie réunis dans sa totalité, politique comme journaliste, comme militaire. On va en reparler ensemble parce que est-ce que nous sommes vraiment en guerre contre les Russes? Est-ce que les Russes ont des animosités contre le peuple français, ou simplement contre son élite? Quel est l'objectif de la Russie sur le plan géopolitique? Ont-ils les ambitions et également le désir de s'étendre sur l'Ouest? Qu'en est-il de leur situation économique qu'on nous présente ici comme étant catastrophique? On va voir tout ça en parole et en images avec Jean-Michel Rafestin, parce qu'il y a des vérités sur la Russie qu'ils ne le veulent pas que vous sachiez. Bienvenue à toi, Jean-Michel. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Ça me fait Merci de très plaisir de m'inviter. te recevoir une deuxième fois dans cette émission. On en avait parlé en aparté de l'émission Oui, précédente, sur ton 4e bouquin. Et là, j'ai souhaité que tu reviennes, et tu avais souhaité également le faire, pour qu'on puisse faire un petit voyage. On va quitter le domaine de la santé, on va faire un petit voyage et tenter avec toi et ce que tu as appris là-bas de rétablir quelques vérités. Je te laisse la parole. exactement, exactement. Tu sais, Bouddha a dit, il y a trois choses que l'on ne peut cacher longtemps, la lune, le soleil et la vérité. Et je crois que la vérité, là, elle est en train d'exploser à la figure de ceux qui dirigent l'Europe. Alors, on va illustrer tout ça avec en images et en vidéo. On va repasser certaines des photos que tu as prises là-bas et qui montrent l'extrême pénurie dans les magasins que nous voyons Oui, en ce moment. l'extrême pénurie d'électricité aussi. On voit que c'est un pays qui Je, est en guerre, qui se prépare à la guerre, c'est classique. oui, eh ben, je suis arrivé le 3 novembre. Et j'ai été très surpris de voir toutes les vitrines déjà illuminées pour Noël. Les gens dans les rues, le soir, il y a des petits jeunes qui font des groupes d'orchestre. Les gens sont autour, chantent, dansent dans la rue. Voilà. C'est la première impression que j'ai eue en arrivant le soir même. Des magasins superbement bien éclairés, vraiment. Comme j'arrivais de Paris, j'ai pu voir la différence. C'était vraiment très surprenant. Et puis le lendemain, j'avais un contact avec un guide. Donc, bah, il m'a fait un petit peu visiter parce que le 3 et le 4, c'était des jours fériés à Moscou. Voilà. Donc, j'ai pu voir un petit peu et j'ai eu la chance aussi d'être dans un petit hôtel en plein cœur de Moscou. J'ai une amie qui est dans les parfums
Et donc, il y avait un contact à Moscou et c'est par elle, enfin par son ami, que j'ai pu réserver un hôtel, puisque bien sûr, on ne peut rien faire, hein. On peut pas prendre nos billets d'avion, on peut pas réserver un hôtel, Booking, c'est fini là-bas. Donc, il faut vraiment avoir des relations sur place. Puis en plus, il faut une lettre d'invitation. Donc, je me suis débrouillé tout seul. Voilà. Et puis, bah, je suis passé par Istanbul, comme beaucoup de gens. Alors, Voilà. Jean-Michel, on Et ne peut pas pour quelle raison? ah bah, c'est les sanctions. Ce sont les sanctions. On peut pas. Alors, il y en a au début, ils passaient par la Finlande, mais il faut quand même savoir que par la Finlande, ils vous prenaient tout votre argent avant de vous mettre dans l'avion pour la Russie. Voilà. Et donc, depuis, non, les gens passent par Istanbul, c'est le plus simple. Et puis, Donc, alors, on ne moi, peut j'ai de pas la à cause chance. des sanctions européennes envers la Russie. Voilà. Et Piotr Tolstoï m'a appris qu'il y a des vols directs de Maurice. Voilà. Donc, ça sera beaucoup plus simple la prochaine fois pour moi. Piotr Tolstoï, vas-y, tu peux nous en parler un peu? Comment ça se fait que tu l'as rencontré? Ah, c'était plus qu'un rêve parce que si tu veux, quand j'ai écrit le livre que tu viens de montrer là, j'aurais bien voulu la préface de Monsieur Tolstoï. Et Alors, à peut-être que tu l'ambassade, peux juste me les cons- rappeler de qui il s'agit, parce que tout le monde ne sait pas qui est Piotr Tolstoï. ouais, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Il y en a pas beaucoup qui disent on n'en a rien à foutre des sanctions de Macron. C'est le vice-président de la Douma et c'est le petit-fils de Léon Tolstoï. Voilà. Donc j'aurais voulu le joindre à l'époque et à l'ambassade m'a dit oh non c'est pas possible. Même les gens qui le connaissaient me disaient non il est débordé. Voilà. Donc j'avais le contact avec Alexander Magokonov qui était le Voilà. porte-parole de l'ambassade de Alors, Russie en preuve à France. l'appui, preuve à l'appui, et ce n'est pas un photomontage par IA, hein. Et voilà, et Alexander, donc, qui était très aimé des Français, hein, quand il faisait une interview, il avait entre 700 000 et 900 000 vues, ce qui est quand même énorme en France. Et donc, Alexander devait me faire la préface du livre. Et puis l'année dernière, en fin juin, il m'a dit, non, Jean-Michel, j'ai vraiment trop de problèmes avec ma dernière interview sur BFM. Je vais pas rajouter de l'huile sur le feu, sinon ils vont me virer. Donc, au dernier moment, donc il n'y a pas eu de préface. Et puis, bah, au mois d'août, ils l'ont quand même viré. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de rencontrer Alexander à Moscou. Et j'ai rencontré un homme qui a quand même été très touché par ce qui lui a été fait. Lui, il a eu une OQTF de 48 heures. Donc, il m'a expliqué que son épouse, pour des questions de sécurité, elle ne vivait pas à Paris, elle vivait en province et qu'ils ont dû quitter en 48 heures, quoi. Voilà, oui, effectivement, donc le livre est sorti sans préface, voilà. Et puis, quand le livre est sorti, quand même, j'ai eu des contacts, je l'ai envoyé à l'ambassade de Russie, tout simplement, au dialogue franco-russe avec Irina Dubois, avec qui j'ai fait une interview. J'ai eu quelques contacts avec des journalistes. Et puis, j'ai eu envie de faire publier ce livre en russe, de le faire traduire. C'était le gros problème. Et le gros problème, c'était de trouver un éditeur. Donc, je me suis dit, je vais aller sur place. On va bien voir ce qui se passe. Voilà. Et j'ai eu la chance, par Irina Dubois, de faire une interview avec un journaliste russe avant mon départ, c'est-à-dire quand j'étais à Paris. Et donc, comme je l'ai dit, le 3 et le 4 novembre, c'était férié. Et l'interview, elle est sortie le 5 avec ma tête en première page du journal. Je m'attendais pas à une interview comme ça. Et toute une page à l'intérieur du journal sur le livre et sur les révélations du livre, parce que finalement, même là-bas, On beaucoup va de gens regarder n'ont. là, les coupures de journaux qu'on va faire passer à l'antenne. Ça t'a surpris? Voilà, ah oui, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Ça, c'est la page intérieure. C'est la page intérieure et puis en première page aussi, cet article est annoncé en première page. Voilà. Ça, c'est la première page de la Rossijska Gazeta. Voilà. Donc oui, je m'attendais pas à ça parce que j'ai fait une interview à Paris, mais bon, mais c'était pas tout parce que après l'interview que j'ai fait avec Irina Dubois, il y a un journaliste qui travaille avec elle qui m'a fait une interview pour le journal télé. Et c'est passé donc au journal télévisé le soir et il m'a envoyé un message en me disant qu'on avait frôlé les 44 millions de téléspectateurs.
Donc, pour quelqu'un qui est boycotté par les télés françaises ou la télé à La Réunion, tu vois, ça me fait rire, quoi. Voilà, donc ça, Alors, que t'a c'était dit, ce qui s'est passé. qu'est-ce que Et t'a dit clairement, qu'est-ce que t'a suite dit à ça, bien clairement sûr, Piotr Tolstoï? excuse-moi, vas-y. Je voudrais juste savoir une petite partie, tu n'es pas obligé de tout nous dire, mais de l'entretien que tu as eu avec Piotr Tolstoï. Alors, bah, je vais y venir si tu veux. Donc, je suis parti là-bas pour faire donc éditer le livre. Donc, j'avais un contact avec un Russe qui devait s'en occuper, et lui m'avait obtenu une conférence. Et la personne qui tenait la salle de la conférence avait une attachée de presse. Et donc, j'ai rencontré cette personne qui s'est occupée d'avoir plein d'interviews pour moi, parce que j'en ai fait tellement. Il y en a qui sont sortis la semaine dernière, il y en a qui sont pas encore sortis. Et donc, j'étais en relation avec elle et un jour, j'ai reçu un texto. Mais ça, c'est grâce à Irina Dubois quand même, je la remercie, parce qu'elle a vraiment fait le nécessaire. Et j'ai reçu le texto en m'indiquant que Monsieur Piotr Tolstoï désirait me voir absolument avant mon départ de Moscou. Donc là, tu te demandes si c'est une blague, parce que pour moi, c'était vraiment un rêve de rencontrer ce grand bonhomme. J'ai une grande admiration pour lui, pour son grand parler et tout. Surtout la façon dont il remet en place nos journalistes français quand il l'interviewe, vraiment, c'est quelque chose, c'est un grand plaisir. Voilà, et ben non, c'était pas une blague. Entre deux sessions, il a pris le temps de déjeuner avec moi, tu vois, là, c'est au restaurant en face la Douma, voilà. Et puis, bah, c'est pas tout, puisque il avait déjà entendu parler du livre et il m'a dit qu'il allait écrire la préface. Il m'a dit parce que quand un journaliste occidental dit la vérité, ça nous change de ceux qui annoncent qu'on mange trois enfants le matin au petit déjeuner. Donc il dit si je peux vous aider pour faire connaître la vérité, je préface le livre. Voilà. Donc ça, c'était vraiment inespéré parce que on m'avait dit que c'était quelqu'un qui était inatteignable, quoi, toujours débordé, toujours dans les rendez-vous, les voyages, les trucs et tout. Et donc, j'ai eu cette chance de discuter 50 minutes avec lui. Et la prochaine fois, on va dîner ensemble, comme ça, on aura beaucoup plus de temps encore pour parler. Voilà. Est-ce que tu peux nous Mais parler un peu de l'ambiance dans les rues de Moscou? voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire, surtout, ce qui est important, c'est que les Français doivent savoir que ce qu'on nous raconte, c'est complètement faux. Il ne manque absolument de rien. J'ai fait une vidéo dans un magasin, mais il y en a plein et j'ai fait qu'une seule quand même. Mais ils ont de tout. Ils ont de la viande, ils ont du poisson, enfin des légumes, des plats préparés. Enfin vraiment, il ne manque absolument de rien. J'ai dit à mon guide et interprète, je dis mais peut-être que vous manquez de voilà la décoration des magasins dans la rue. Je dis mais peut-être que vous manquez de fromage français, c'est la seule chose qui vous manque. Et il m'a dit non, même pas, ce sont les fromagers français qui sont dû s'installer chez nous. Voilà, et c'est vrai, on le voit, ils ont des camemberts, ils ont du gruyère, enfin ils ont de tout, quoi. Voilà, voilà les boutiques décorées pour Noël dès le 3. Et je rappelle que leur Noël à eux, c'est pas le 25 décembre, c'est le 6 janvier quand même. Donc ils n'étaient pas en retard pour décorer les rues. Et j'ai eu la chance qu'il faisait pas trop froid. Mon guide m'a dit l'habitude, il fait -15 à cette époque-là. Et donc là, le plus froid que j'ai eu, c'était 0. Donc vraiment, ça allait. Ça, c'est lors d'une interview dans une grande agence de presse à Moscou avec mon attaché de presse et le grand journaliste russe. Voilà, donc il faut que les gens sachent que on nous ment, hein, on nous ment sur les sanctions, parce que je peux vous assurer qu'il y avait des vins français, des Bordeaux, ça c'est avec Karine Béja-Yelkovo que j'ai souvent cité dans le livre d'ailleurs pour ces articles qui sont très intéressants et donc on a fait une interview sur Sputnik. Voilà. Et donc, il y a les vins français, il y a les champagnes, il y a vraiment tout. Bah, ça, c'est avec l'ami Xavier Moreau, lors de son émission. Vraiment, on manque de rien. J'étais surpris de voir un concessionnaire Bentley, d'ailleurs, avec des jolies voitures à l'intérieur.
Eux ne s'occupent pas des sanctions, hein. Il y a beaucoup, enfin, déjà je l'avais mis dans le livre, mais sur 3500 et quelques sociétés étrangères, il y en a que 1832 qui ont quitté le pays. Voilà, par exemple, LVMH est parti. Ils ont gardé les boutiques sont clôturées, mais ils ont gardé. Il y a Gucci aussi, c'est le seul Italien qui est parti, mais Gucci est parti. Voilà. Mais sinon, on trouve de tout. Il y a du Villeroy et Boch, il y a les deux grandes marques de coiffeurs parisiens que je ne nommerai pas, mais ils sont faciles à deviner. Toutes leurs boutiques fonctionnent. Voilà. À part Renault qui a perdu 2 milliards en laissant toutes ces chaînes de construction automobile qui aujourd'hui servent aux Chinois, euh, la plupart sont restés. Voilà. Et là, on peut voir vraiment, c'est un bon tour dans les magasins. Vraiment, il y a de tout. Donc, voilà. Et On ne se rend pas Vraiment, compte là, vraiment, Michel, de l'impact colossal qu'ont eu lieu les sanctions de Bruno Le Maire envers le peuple russe. voilà. On voit vraiment qu'ils sont à genoux, là, hein. Franchement, c'est. Et puis même avec l'électricité, on voit que contrairement à leurs voisins ukrainiens, il manque pas d'électricité, franchement. Alors malheureusement, bah, cette guerre, elle frappe l'Ukraine. C'est un pays que j'ai connu il y a 28 ans. Moi, je suis allé en Ukraine quand j'ai enquêté sur Tchernobyl à l'époque. C'était déjà un pays pauvre, mais là aujourd'hui c'est catastrophique. J'avais eu les félicitations du président de l'époque d'ailleurs pour mon livre sur Tchernobyl, le président Leonid Kouchma. Il y a sa lettre d'ailleurs en annexe du livre que tu as montré. Et c'était vraiment des gens très sympathiques, très simples, qui n'ont pas grand-chose et qui t'offrent le peu qu'ils ont. Mais là, franchement, quand on voit aujourd'hui la différence entre les deux pays, on voit vraiment que ce sont les Ukrainiens qui souffrent à cause des décisions de ceux qui dirigent l'Europe, hein. Moi, je les appelle les cinq cavaliers de l'Apocalypse. On va commencer par le nôtre, Macron, ensuite Starmer, Merz, Frau van der Leyen, et puis celui qui dirige l'OTAN, j'ai un trou là, Mark Rutte. Mark Rutte, l'ancien Premier ministre hollandais qui avait fait tirer sur les Gilets jaunes à balles réelles. Alors, j'ai une Voilà. question à te poser là. Est-ce Vas-y. que tu as le sentiment, après avoir discuté avec les autorités russes, que ceux-ci ont des intentions belliqueuses envers les peuples européens et envers l'OTAN? Non, pas du tout. Mais alors là, justement, c'est bien que tu poses la question. Il faut savoir raison garder quand même. Ils ont une population de 140 millions d'habitants. L'Europe, elle en a 450, plus tout ce qui arrive tous les jours quand même. Euh, c'est un pays qui a 11 fuseaux horaires quand même, hein. 11 fuseaux horaires. Donc, c'est le plus grand pays au monde. Qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent faire en Europe? L'Europe, elle est complètement détruite. L'explosion des gazoducs Nord Stream faite par les Américains et les Norvégiens a complètement détruit l'économie allemande et européenne, mais surtout allemande. Les Allemands dépendaient à 66% du gaz russe quand même. Donc c'est catastrophique. En plus, qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent détruire la France? On a un président qui fait ça tellement bien. Je veux dire, il a tout détruit dans notre pays. L'industrie, parce il a vendu plein de fleurons industriels français à l'étranger. Il détruit l'agriculture avec tous les traités qu'ils peuvent signer. Euh, on va même pas parler de l'éducation nationale ou de la justice, c'est une vraie catastrophe. La santé avec les hôpitaux, c'est une vraie catastrophe. Donc non, vraiment, il y a aucune chance que la Russie vienne s'embourber dans les problèmes de l'Europe. L'Europe, si on la laisse comme ça, si les Européens ne réagissent pas, l'Europe, elle est morte, elle va exploser, malheureusement.
Je voudrais, Jean-Michel, si tu veux bien, te faire réagir à deux interviews qui ont eu lieu sur les médias habituels. D'abord celle de Jean-Noël Barrot, ministre, comment on peut l'appeler? On a plutôt Jean-Noël l'impression Barjot. ministre de la guerre, qui a fait une interview, c'était en février dernier, c'était sur un média de grand chemin. Ça ne dure pas très longtemps, rassurez-vous, vous n'aurez pas trop à le supporter. Mais je voudrais te faire réagir sur ce qu'il a dit. Si on peut passer cette interview à la régie de notre Jean-Noël Barrot national. Magnifique le Sauterne. 2018, belle année en plus. Doc, il faut que tu me laisses 2 minutes, il faut que je retrouve le fichier. Ok. Voilà, on reprendra tout à l'heure. Je voudrais aussi te faire réagir à ce qu'avait dit le général Mandon lors de sa journée de visite pour les 107e de la visite aux maires des villes de France, où une phrase de lui avait fait polémique, mais c'est pas trop sur celle-là que je voulais souligner. C'était Oui, non, je me doute de celle que tu veux parler. Ben, tu elle avait sais été- que aujourd'hui, j'aurais tendance à le remercier, ce brave homme. À le remercier parce que je crois qu'il a réveillé les Français, là. D'un seul coup, ils se sont dit, merde, ils vont aussi après nous avoir piqué notre fric, ils vont nous piquer nos fils et nos filles. Moi, j'ai lu les commentaires, les réactions. Je crois que ça a foutu un bon petit coup de courant électrique chez les Français. Voilà. Ça mis à part, bon, c'est complètement ridicule parce que ceux qui suivent l'état de l'armée française et puis surtout toutes les casernes ont été vendues. Il y a plus rien pour loger tous nos troufions si on fait le service militaire et tout, hein. Depuis l'époque Chirac, tout a été vendu. Il n'y a plus rien. Donc c'est absolument impossible. Mais bon, c'est vrai, ça lui a permis cette phrase de faire passer à un moment où on discute le budget 2026, de faire passer une augmentation de 57 milliards, 57,1 milliards pour le budget militaire. C'est-à-dire c'est une augmentation de 13% quand même. Voilà. Donc bon, bah c'est ça qu'il fallait faire. Ils l'ont fait. On n'a jamais eu un président qui dépense autant d'argent comme ça. Donc, fallait que ça passe. L'agressivité de la Russie, elle ne se limite pas à la guerre d'invasion en Ukraine qui a commencé il y a 3 ans. Souvenez-vous des étoiles de David, souvenez-vous des cercueils, souvenez-vous des mains rouges, regardez les câbles sous-marins qui ont été coupés en mer Baltique, regardez les colis piégés en Allemagne, regardez les élections en Roumanie qui ont dû être annulées à cause des manœuvres russes. Le mot ennemi, il est très fort. Vous le reprenez. La Russie est l'ennemi de la France aujourd'hui et de l'Europe. Mais la Russie a pris pour cible les pays européens depuis 3 ans. Et donc, de toute évidence, avec ses déclarations et avec ses actions hostiles, la Russie a décidé de faire de nous des ennemis. Et donc, nous devons ouvrir les yeux, réaliser l'ampleur de la menace et nous en prémunir. Est-ce qu'il croit réellement ce qu'il dit? Je l'ignore. Je te laisse réagir. Est-ce que tu veux que je dise ce que je pense? Non, ça va être risqué pour votre chaîne. Vous risqueriez d'avoir une semaine encore de censure. Non, moi, je me demande comment cet individu a pu arriver à ce poste. Sincèrement, je sais pas, parce que déjà quand il parle, on voit la haine qu'il dégage envers le pays. Là, tout ce qu'il vient de dire, c'était des mensonges, hein, les câbles coupés, tout ça. Enfin bon, tout ce qu'il a raconté, c'est ce qu'on entend sur TF1, sur la chaîne Inculte et puis sur BF Merde. Mais il faudrait qu'il apporte les preuves de tout ce qu'il y a, parce que surtout pour les câbles coupés dans la Baltique. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Je sais pas si tu as su, mais au mois de juillet, il est passé, il a été interviewé à une conférence à Aix-en-Provence et il y a quelqu'un dans la salle qui lui a demandé pourquoi on défendait l'Ukraine nazie. Il lui a parlé de Stéphane Bandera, voilà. Et puis il a aussi osé parler du décès d'Éric Dénessé. Mais là, le mec, il est parti en vrille, mais il a piqué une crise comme un môme de 12 ans, tu vois.
Et puis on voit bien quand il parle de la Russie, il a la haine sur le visage. C'est pas possible. Comment ce mec a-t-il pu arriver à ce poste? Le poste de ministre des Affaires étrangères, c'est quand même quelqu'un qui est censé aplatir les problèmes. Lui, il les cause, les problèmes, quoi. C'est incroyable d'avoir quelqu'un comme ça. Surtout dans un moment de guerre. Mais bon, ils nous font comprendre que vraiment, ils la veulent, la guerre, hein. Ça, c'est sûr qu'ils la veulent. J'ai trouvé une image l'autre jour, c'était une machine à laver qui était faite aux couleurs du drapeau ukrainien et à l'intérieur, il y avait les dollars qui tournaient. Oui, bah, on le sait, c'est une grande lessiveuse, cet argent qui est envoyé à l'Ukraine et puis qui repart après en rétrocommission ou pour l'armement américain ou sur des comptes offshore de certains de nos dirigeants. Il n'y a qu'à regarder le patrimoine immobilier de M. Zelensky, quand même, c'est pas triste, hein. On se Il demande a comment fait, il peut racheter ou faire construire autant. alors Jean-Noël Barrot a fait allusion à 2022 et l'agression russe envers l'Ukraine. Que pensent les Russes de cette façon très hexagonale de voir le conflit russo-ukrainien? Est-ce que ça a Alors, réellement commencé en 2022? si tu me demandes ce que pensent les Russes, forcément, vu les Russes que j'ai rencontrés, je vais être forcé de dévoiler des conversations privées, donc je le ferai pas. Mais je vais te dire moi ce que je pense. Euh, c'est c'est tout simplement ce qu'a dit l'ex-secrétaire général de l'OTAN, pas celui actuel mais l'autre, qui avait dit, et je l'ai mis dans mon livre, le 3 mai 2023, il a répété le 15 septembre 2023 que la guerre elle avait commencé en 2014. Donc le directeur, le secrétaire général de l'OTAN reconnaissait que la guerre, elle avait commencé en 2014. Donc, c'est pas les Russes qui l'ont commencé en 2022. C'est bien eux qui l'ont commencé en 2014. Quand ils ont fait le Maïdan, qu'ils ont fait que Victoria Nuland a choisi et a créé le gouvernement de Poroshenko, le président Poroshenko qui a été élu, mais elle avait choisi les ministres. Entre autres, je rappelle que parmi les ministres, il y avait une Américaine qui a pris la nationalité ukrainienne et qui, 48 heures après, s'est retrouvée aux finances. Et puis, il y avait une certaine Madame Ekerina Zeklandjuch, un nom impossible à prononcer. Mais par contre, le nom de son mari est beaucoup plus facile. C'était Raphaël Glucksmann. C'était l'épouse de Glucksmann qui, après avoir été ministre de l'Intérieur en Géorgie, après que le couple ait fui la Géorgie pour se réfugier en Ukraine, elle a abandonné sa citoyenneté géorgienne, elle est devenue ukrainienne et elle est devenue ministre de l'Intérieur en Ukraine. Voilà. C'est bon de le rappeler quand même, le petit parcours de M. Glucksmann au passage. Le même Donc, Raphaël non, Glucksmann que nos médias veulent nous vendre. attends, si tu me permets de terminer, Oui. le président Poutine en 2022, il a simplement appliqué l'article 2202 des Nations Unies, c'est-à-dire c'est ce que la France avait fait au Rwanda, hein, entre parenthèses. Et parce que le peuple russophone du Donbass, c'était des Russes qui se faisaient quand même massacrer depuis 2014 sans que personne ne bouge. Nos médias d'aujourd'hui, on les a pas entendus à l'époque. Tu as quelques journalistes reporters qui l'ont fait et bien souvent à leurs frais, ils en payent aujourd'hui les conséquences. Je pense à Anne-Laure Bonnel, qui était vraiment la seule à faire des reportages où sur place dans le Donbass, on voyait ce qui se passait. L'ONU a quand même reconnu 15 000 morts, 45 000 blessés. Donc tu peux multiplier par deux. Et depuis 2014, tu as 1,5 million personnes du Donbass qui se sont exilées en Russie. Donc, il y avait bien un moment où il fallait dire stop, maintenant, on arrête C'est des russophones, hein. De toute façon, ils sont tous frères, c'est des Slaves. Poutine a dit maintenant, ça suffit. Il a prévenu plusieurs fois, hein. Je rappelle quand même qu'il y a eu des accords de Minsk signés en 2014, septembre 2014 et à Minsk II signé en février 2015, avec la signature de Merkel et de Hollande qui ont reconnu que de toute façon, c'était juste pour gagner du temps, hein, pour se réarmer.
C'est un peu ce que dit notre général Mandon, là. On va faire la guerre, mais pas tout de suite, parce qu'il faut qu'on se réarme. Donc, pour 2027, 2030, le pauvre homme. Justement, on va l'écouter, là, généralement. Donc, Non, mais il connaît l'armement. Il connaît l'armement. Vas-y, fais le film. C'est-à-dire que en alors, 2008, à partir de la la 10e Russie minute, je décide vous d'attaquer rassure, on la ne va pas passer Géorgie. les 35 minutes En de son 2014, entretien elle au maire. s'empare Vas-y, tant le temps que ça de tourne, la si tu veux Crimée. bien, tu peux continuer. En 2022, À la elle 10e relance minute. une attaque en Ukraine en s'emparant de 4 régions qu'elle a quasiment conquises aujourd'hui. Donc quand on regarde ce film, 2008, 2014, 2022, il n'y a aucune raison d'imaginer que c'est la fin de la guerre sur notre continent, malheureusement. Malheureusement, la Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Elle s'organise pour ça, elle se prépare à ça, et elle est convaincue que son ennemi existentiel, c'est l'OTAN, c'est nos pays. Je continue mon tour d'horizon en quittant notre continent et en allant vers l'Afrique. Voilà, on va En pouvoir Afrique arrêter là. aujourd'hui, On sur a fait une l'Afrique petite minute proche, simplement. on a naturellement Merci, toutes Eric, les tu peux arrêter. conséquences du réchauffement climatique. Voilà. Il nous le dit, hein, je le sais avec les renseignements qui me sont parvenus, que Poutine se prépare à la guerre sur notre territoire. Il nous donne même un délai, 2030. Ça va, on a le temps de se réarmer, de se préparer. Vas-y. Bon, alors, il a dit que la Russie pensait que l'OTAN était son ennemi. Déjà, je voudrais rappeler que l'OTAN a 850 bases militaires disséminées dans le monde. La Russie en a 15, la Chine en a 5. Déjà, première chose. Deuxièmement, quand la Russie a accepté la réunification de l'Allemagne, il y avait une condition, c'était que l'OTAN ne s'étende pas davantage en Europe. Si vous prenez, vous allez sur Google, vous cherchez la carte de l'OTAN en Europe, vous allez voir que non, non seulement ils sont étendus, mais ils sont à la frontière. Ils sont à la frontière de la Russie. Tous les pays européens font partie de l'OTAN. Les derniers, c'est la Finlande, la Norvège. Ça a commencé en 93, 94 sous Clinton, voilà. Et puis donc les Russes ont les bases militaires à leurs frontières, franchement. Donc, moi, je voudrais savoir si les Russes créaient des bases militaires à la frontière Il y a mexicaine. une publicité qui passe là, c'est inadmissible, la régie. Ah, donc je ne sais pas ce qui se passe. On va reprendre tous les deux l'espace sur notre écran. Là, j'ai pas la main. Voilà, merci. Peut-être qu'on peut arrêter la vidéo carrément et puis se remettre tous les deux sur l'écran. Voilà. Allons-y. Bon, donc je disais quand même que les États-Unis ont 850 bases militaires dans le monde. La Russie, on a une quinzaine, dont deux. Enfin, il y en avait deux en Syrie, je crois qu'il n'y en a plus qu'une aujourd'hui. Les autres sont dans les anciennes républiques soviétiques. Puis la Chine en a 5. Donc il y a quand même de quoi s'inquiéter. Et j'expliquais si la Russie installait des bases militaires au Mexique, à la frontière mexicaine, et d'ailleurs c'est dans le livre, ils ont un accord avec le Nicaragua. Ils pourraient très bien en installer une au Nicaragua, auquel cas ils seraient à 3000 kilomètres de Washington. Je suis pas sûr que les Américains acceptent, tu vois. Pareil pour le Mexique, hein. Donc c'est tout à fait normal que les Russes soient inquiets et ne laissent pas faire, disent à un moment stop, ça suffit. Enfin moi ça me choque pas en tous les cas, ça me paraît normal. Mais quand tu vois le numéro qui nous fait ce général là, qui entre parenthèses est devenu général en 5 ans, il a jamais été à la guerre, hein, non, non. Alors,
là aussi, il faut se demander qu'est-ce qu'il a fait là pour avoir une telle promotion fulgurante en 5 ans quand même. Hein. Je sais bien que c'est les promotions Macron, mais quand même. Est-ce qu'il connaît l'armement russe? Parce que je vais te dire, les Russes, quand même, quand ils écoutent ça, ils se marrent. Hein. Ils se marrent. Hein. L'année dernière, ils ont lancé l'Oreshnik, euh, sans nucléaire à l'intérieur, juste pour l'essayer, l'Oreshnik. Je crois qu'il a une force de destruction de 650 000 kilomètres carrés, l'Oreshnik. La France, elle en fait 550 000. Le mois dernier, ils ont essayé le Burevestnik. C'est le missile anti-Tomahawk. C'est un missile qui peut voler 14 000 kilomètres pendant 15 heures. Moi, je me rappelle, il y a un mois, notre général, je sais plus lequel, la Tringant, je sais pas quoi, et il a dit qu'on avait des missiles qui tiraient à 70 kilomètres. Faudrait que pour 2027, on en ait qui tirent à 150 kilomètres. Voilà. Et puis, pendant que j'étais en Russie, il y a le sous-marin, le Khabarovsk, qui a été lancé pour sa première sortie, qui, lui, a des torpilles nucléaires Poséidon. Moi, j'invite les gens à se renseigner sur ces matériaux que je viens de citer. C'est pas notre armée qui va faire le poids. Surtout avec tout ce qu'on leur a donné à l'Ukraine déjà. On est à l'os là déjà. On était déjà à l'os, mais alors là maintenant c'est terrible, quoi. Donc, faudrait qu'ils soient sérieux. Et puis, je pense qu'avant de foutre 53 milliards de plus dans le budget du ministère des Armées pour 2026, il y a quand même des hôpitaux, il y a l'éducation nationale, il y a la justice, il y a l'intérieur, la police. Vraiment, il y a de quoi dépenser correctement pour les Français. Parce que les Français, ils n'ont pas du tout envie d'aller en guerre. J'ai vu hier une manifestation de jeunes, ce sera sans nous, on ne veut pas aller se faire tuer pour l'Ukraine. Ben oui, bien sûr, c'est tout à fait normal que les Français aillent se battre pour défendre leur pays. Oui, mais on n'est pas attaqué du tout. On nous raconte que dans 3 4 ans, la Russie va nous attaquer. Tu sais, dans mon livre, je cite les rapports de la Rand Corp et de Barry Posen. Le rapport de la Rand Corp qui est de 92 et Barry Posen qui est de 1993. Et tous les deux expliquaient cette guerre, la scénarisaient, indiquaient ce qui allait se passer, puisqu'ils expliquaient même que l'armée ukrainienne serait totalement anéantie. Bon, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Donc, la Rand Corp, c'est une agence qui fournit les renseignements à la CIA. Voilà. Et là, récemment, début novembre, la Rand Corp vient de sortir un nouveau rapport de 600 pages. J'en ai quelques extraits. Et la Rand Corp vient de dire, sans Poutine, le monde est foutu. Ils ont très peur que Poutine disparaisse. Voilà. La peur américaine, ils ont une peur bleue parce que il y a quand même plus de 6000 ogives nucléaires qui se retrouveraient dans les mains de 12 généraux. Ils se haïssent. Parce que le sous-marin Borei disparaisse dans l'Arctique avec leur missile Bulava. Peur que la Syrie orientale devienne chinoise en un week-end. Peur que Moscou explose en 15 républiques et que l'Europe se retrouve avec 40 millions de réfugiés armés. C'est pas tout, hein. Il spécifie aussi que s'il y a un successeur encore plus dur, serrez-lui la main rapidement. On préfère un Poutine 2-0 à un caillot à la Yougoslave version 100. Voilà. Donc, il rappelle quand même que pour les élections de mars 24, Poutine a été réélu à 87,26%, qu'il y avait une file d'attente de 500 mètres dans les rues par moins 35. Les bureaux étaient ouverts jusqu'à 2 heures du matin et il y avait même 400 observateurs des BRICS, dont un Indien qui a dit qu'il avait vu plus de monde en 1 heure que pour ces élections à eux en un mois. Voilà. Donc je pense qu'il a vraiment le peuple avec lui parce qu'en 20 ans, il a quand même bien redressé le pays. Alors bon, c'est vrai, nous, depuis 20 ans, on a des présidents qui détruisent le pays. Les gens ne savent pas que nos 3 derniers présidents, ils ont été pris en main par la CIA et ils ont été mis en place par les Américains.
quand je vois qu'il y a des Français qui ont envoyé de l'argent à Sarkozy en prison, mais je me dis, mais mon Dieu, mais on va pas s'en sortir, là. Sarkozy, les gens ne savent pas, mais sa belle-mère, la deuxième femme de son mari, elle s'est mariée avec un directeur de l'ECIA et c'est le môme à partir de 15 ans, il passait ses vacances aux États-Unis, il a été pris en main par la CIA. Pourquoi il a vendu 586 tonnes d'or aux Américains à un prix défiant toute concurrence, au prix qu'aujourd'hui on perd 70 milliards? Une parenthèse. Pourquoi il nous a réintégrés dans l'OTAN? Pourquoi il a attaqué la Libye? Tout ça, c'était les ordres américains qui faisaient Sarkozy, quoi. Hollande, c'est pareil, c'est pas mieux, c'est pas mieux du tout. Lui aussi, il a été pris en main par les Américains. On n'a que des présidents qui détruisent le pays depuis Chirac. Alors évidemment, quand on voit un président qui lui réussit dans son pays, parce qu'il faut voir comment a évolué la Russie par rapport à il y a 25 ans quand il est arrivé, euh, ça pose quand même des problèmes. Alors c'est sûr, il dérange cet homme. Donc on est en train d'inventer plein de trucs. Mais vous croyez qu'il a besoin de l'Europe, de se faire chier avec l'Europe, Poutine? On lui a coupé le gaz, on lui a fait exploser ce. Alors, je rappelle, dans le livre, il y a tout un chapitre sur Nord Stream, quand même, d'explications, parce que ça manque pas de sel, cette explication, puisque au final, Seymour Hersh avait expliqué que c'était les Américains avec l'aide des Norvégiens, et puis moi, j'ai trouvé un scientifique suisse qui lui explique, oui, c'est vrai, mais c'est pas du C4 qui a été déposé, c'est une mini-bombe nucléaire. Et lui, il a fait les études, les preuves, il y a tout dans mon livre d'ailleurs, il y a ses croquis, il y a tout. Bon, il explique que 24 heures après, il y avait un nuage radioactif au-dessus d'une ville russe, que la Suisse a eu le nuage radioactif au bout de 3 jours, que l'eau a augmenté de la Baltique sur une surface de 100 km à la ronde, a augmenté de 5 degrés pendant un an, et qu'il a étudié tout ça avec les essais nucléaires de la Corée du Nord qui ont été faits dans l'océan, et tout concordait. Donc pour lui, c'est une mini-bombe nucléaire qui a fait exploser les. Puis en plus, il donne la dimension de l'acier, des tuyaux, du béton autour. Enfin bon, il dit c'est pas du C4 qui aurait pu faire exploser, hein. Voilà. Il y a toutes les indications. Bon. Dès le début, ils ont dit que c'était les Russes aussi qui avaient fait ça, hein. Mais pourquoi ils auraient fait exploser quel gazoduc qui ont coûté 1 milliard alors qu'ils avaient qu'à fermer le robinet, sincèrement. Et puis, sincèrement, ça n'a pas gêné longtemps les Russes, hein. Ils livraient plus à l'ouest, et ben ils livrent à l'est. Voilà. Sans compter qu'ils n'ont jamais arrêté de livrer l'Ukraine, quand même, ça passait toujours. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils livrent les Indiens, et puis c'est les Indiens qui, en prenant leur commission, qui revendent à l'Europe. Et c'est le pauvre Européen qui paye plus cher le gaz, qui paye plus cher l'électricité, qui paye le gaz aussi des États-Unis, là. Voilà. Et là, c'est curieux parce que on n'entend pas les Verts à propos du gaz de schiste américain. Les Verts, là, on n'entend pas, hein. Quand quelques-uns ont voulu exploiter le gaz de schiste en France, non, ce n'est pas possible. Faut sauver l'environnement. Mais là, il n'y a pas de problème quand ça vient d'Amérique. Jean-Michel, je voudrais te faire réagir sur autre chose. Il y a un projet international de réacteur nucléaire de recherche civile, Voilà. ITER, pour l'acronyme anglais qui signifie réacteur thermonucléaire expérimental international, et c'est un projet de recherche qui réunit plusieurs pays. Oui. Il y en a de nombreux, notamment ceux de l'Union européenne, mais il y a aussi l'Inde, le Japon, il y a la Chine, mais il y a la Corée du Sud, il y a les États-Unis, mais il y a aussi la Russie là-dedans. Et tu voulais nous en parler, j'aimerais bien que tu puisses nous développer un petit peu je voulais te parler de cette farce sur les sanctions, quoi, parce que quand même, que ce soit tous, hein, c'est pareil pour les Américains, ils font des sanctions aux États-Unis, à la Russie, mais quand ils ont besoin d'uranium, ils achètent leur uranium à la Russie, hein, voilà. Mais donc ça, c'est quand même quelque chose de savoureux, à savoir que l'Europe, à chaque visite de Zelensky, elle nous raconte que la Russie est isolée, là, bon, voilà.
Et puis, quand il y a des problèmes de pièces pour ITER, et ben là, comme par hasard, on sait trouver la Russie qui fournit des systèmes de confinement ultra sophistiqués, des infrastructures de test haute puissance, des alliages et dispositifs cryogéniques très spécialisés, qu'on fait pas nous, et puis un savoir-faire hérité du nucléaire militaire et civil armé ex-soviétique. Voilà. Donc, c'est certain que l'Europe pourrait refaire tout ça, mais ça demanderait du temps. Dans combien d'années? On ne sait pas. Donc, eh bien là, on appelle la Russie pour qu'elle nous livre. Et alors, il y a 2 semaines, non, maintenant ça fait 3 semaines parce que ça passe tellement vite. La Russie a livré à la France un équipement hautement technologique destiné au cœur d'ITER, l'un des projets scientifiques les plus ambitieux au monde. Voilà. Donc, les gens doivent savoir quand même que quand on a besoin de la Russie, on commande et on se fait livrer. Oui, c'est aux antipodes des décisions de sanctions numéro Tout je à ne sais fait. combien de Bruno Le Maire. Tout à fait, tout à fait. Comme quand je dis, quand les Américains ont besoin d'uranium, ils achètent à la Russie de l'uranium. Ils ont même acheté du pétrole en novembre 2024. Ils ont même Jean-Michel, acheté j'ai du proposé pétrole. à Eric Montana de nous rejoindre à l'antenne, simplement parce qu'il s'agit plutôt ici de questions de. Voilà, on voit passer quelques images de ITER. Il s'agit plus d'une question de géopolitique que d'autre chose. C'est plus son domaine. Il y a peut-être des questions plus particulières à te poser sur ce sujet auxquelles tu serais bien à même de répondre. Ah ben, c'est très technique, très scientifique, hein. Bon, moi, je voudrais revenir sur ton voyage à Moscou, puisque Oui, une image vaut 1000 mots. Comme on le disait hors antenne, ici, on nous fait croire que la Russie, que les sanctions marchent, que la Russie est à genoux, que la Russie souffre de pénurie. La réalité semble tout à fait différente, mon cher Jean-Michel, tu as pu le constater sur place, de tes oui, propres yeux, si j'ose dire. Alors, les gens un peu informés et un peu éveillés savent bien qu'on nous raconte sur la Russie les mêmes conneries que sur le Covid. On essaye de faire passer Poutine pour un autocrate, un affreux dictateur, mais il faut quand même préciser que cet homme a fait de la Russie, en l'espace de 20 ans, la 4e puissance économique du monde. Et quand on regarde les chiffres, on constate que ce sont les couches les plus faibles qui ont bénéficié de la croissance russe. Ce sont les retraités, ce sont les employés, ce sont les travailleurs qui oui, vivent mieux sous Poutine que sous Yeltsin ou même sous bien sûr. l'URSS. Oui, oui. Mon guide, enfin mon traducteur, interprète m'a raconté ça, ce qui se passait sous Helsinki, et parce que sous Helsinki, il m'a expliqué, il nous avait donné du travail, mais on n'était plus payé vraiment au minimum, et donc on n'avait pas de quoi vivre. Et on a dit, alors il disait oui, mais regardez avant comment c'était, et il répondait oui, mais avant on était logé, on était nourri. Donc, on n'était pas payé cher, mais on était logé, on était nourri. Là, on n'est plus logé, on n'est plus nourri, on doit payer, et voilà. Donc oui, il m'a expliqué, ils étaient très pauvres. Sous Helsinki, ils n'avaient pas de quoi manger, rien. La Russie était très, très pauvre. Mais Helsinki, il était dirigé par les Américains. Il y avait un bureau de la CIA au Kremlin. C'est pas un secret. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Il était protégé par les Américains, il avait la CIA, il y avait tout au Kremlin à l'époque, hein. C'est eux, c'est les Américains qui ont fait la nouvelle, la nouvelle, comment on dit, où il y a toutes les lois, c'est les Américains qui l'ont rédigé. La Constitution. Constitution. Oui, c'est ça. La nouvelle constitution, elle avait été rédigée sous Helsinki par les Américains. Bon, mais en tout cas, depuis que Poutine est là, les règles du jeu ont changé. Bien sûr. La Russie, mon cher Jean-Michel, est-ce qu'on peut dire
qu'elle est sous contrôle américain. Ah, Depuis plus que, du tout. Ben, voilà. il a même viré les Rothschild. C'est pour ça que il faut absolument l'enlever, le descendre, le critiquer et tout, parce qu'il a viré les Rothschild. La Russie n'a plus de dette avec Voilà. les banques Alors, Rothschild. Ça, c'est tu me, important. tu me tends une perche phénoménale pour informer nos amis internautes que il y a 3-4 ans, la branche Rothschild britannique, je crois que c'était l'héritier Nathan Rothschild, a envoyé une lettre au gouvernement britannique lui expliquant que l'Ukraine était la pierre angulaire du nouvel ordre mondial et Oui. qu'en aucun cas le monde occidental ne pouvait se permettre de perdre cette pierre parce qu'elle menacerait, s'ils en perdaient le contrôle, l'édification du nouvel ordre mondial. Et Tout à il fait. demandait au gouvernement britannique d'utiliser tous les moyens à sa disposition, sous-entendu militaires, pour régler le problème. Alors, on est un certain nombre de journalistes indépendants à avoir fait la synthèse de ça et à avoir compris qu'au fond, cette guerre voulue contre la Russie, c'est une guerre voulue par les banquiers occidentaux, Oui, essentiellement. oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, C'est eux qui s'enrichissent hein, sur les milliers de morts. oui, et probablement que les Rothschild avaient investi beaucoup d'argent en Ukraine et qu'ils ne peuvent pas s'offrir, enfin, investi beaucoup d'argent. C'est une machine à laver l'Ukraine, on est d'accord, Oui, Jean-Michel. on est d'accord. On est Une d'accord. machine Mais à laver l'argent sale. Les Rothschild ont toujours investi beaucoup d'argent dans les guerres. Hein. Je rappelle que pendant la guerre de sécession, ils fournissaient de l'argent aux sudistes et aux nordistes. Et puis après, ils ont financé Hitler. Donc, Oui, mais c'est enfin, connu. Déjà sous Napoléon. Donc, ils ont fait d'accord, mais fortune grâce à Waterloo. Donc, une guerre aujourd'hui entre puissances thermonucléaires, on sait tous ce que ça signifie. oui, L'anéantissement pour tous, parce qu'il n'y a pas de vainqueur. Donc c'est un voilà, suicide. Les banquiers global. nous pousseraient-ils au suicide collectif, Jean-Michel? Bien sûr. Donc, moi, personnellement, je pense on a de la chance d'avoir Poutine qui reste maître du jeu, qui pourrait, lui, avoir, si Trump veut le prix Nobel de la paix, Poutine pourrait avoir celui de la patience, parce qu'on aurait un Medvedev, par exemple. Je suis pas sûr que ça se passerait comme ça. Je crois qu'il y a longtemps qu'il aurait défoncé entièrement l'Ukraine. Parce que, sincèrement, je vois pas, même s'ils arrivent à signer un traité de paix, ce qui est absolument impossible aujourd'hui parce que Zelensky ne représente plus rien, il est plus président depuis 1 an et demi. Euh, Sa signature n'a aucune valeur. D'ailleurs, euh, la constitution ukrainienne précise bien que aujourd'hui c'est le président de la Rada qui dirige officiellement. Hein. Comme chez nous, quand le président démissionne, eh ben c'est le président du Sénat qui prend l'intérim. Donc en Ukraine, c'est ça. Donc ça devrait être Ruslan Tchefanchouk qui signe un traité de paix, ce que Zelensky ne le laissera jamais faire d'ailleurs. Donc je ne vois pas comment on pourrait arriver dans les mois qui viennent à un traité de paix. En plus, si tu veux, quand il va y avoir ce traité de paix signé, en admettant que ce soit fait, il y a une telle haine dans l'ouest de l'Ukraine qui est totalement sous la coupe des nazis que, à mon avis, on va se retrouver avec un truc comme Israël et Palestine, quoi. Il y aura des attentats, il y aura des trucs et tout. Ça, personnellement, c'est ce que je crains, parce que quand tu vois ce qui se passe, quand tu vois la montée de Sloboda, le parti nazi, à l'ouest, à Lviv, entre autres, ils ont dépassé les 55% quand même, hein. Donc, c'est vraiment catastrophique. Et puis, toutes les parties, pardon, ont pris contact avec Sloveda. Même Yulia Tymoshenko
qui avait été Premier ministre pendant quelques années avant d'être inculpé d'avoir détourné 500 millions de dollars sur le pétrole. Mais même son parti est passé avec les voix donc je vois pas comment on peut arriver à la paix et en plus, la désanification, c'est une des conditions sine qua non de Poutine, hein. Il y a le désarmement, bien sûr, il y a pas de troupes étrangères en Ukraine, mais il y a la dénazification. Quand tu vois les mômes des colonies de vacances, 6, 8 ans, qui disent on va tirer des moscovites comme on va tirer les lapins, ou que tu vois les jeunes de 18, 20 ans qui font les saluts nazis et tout, il y a un côté nazi qui est très fort, qui est très prononcé. Même si aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes qui se sauvent, qui veulent pas aller à la guerre, qui sont arrêtés dans les rues d'ailleurs pour les envoyer à la guerre. Euh, T'en as quand même qui sont très marqués par le nazisme et par le fait de vouloir tuer du russe. Alors évidemment, pardon, c'est ma dernière question, Doc. Après, je te cède la parole. Moi, j'établis un parallèle entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en Palestine, mon cher Jean-Michel. Moi aussi. Je pointe la responsabilité de l'Occident dans cette déchéance politique et morale qui est totale, puisqu'on est en train d'alimenter en argent, en support politique, économique, en support de toutes sortes, un État nazi en Ukraine, et on supporte un État qui a violé 229 résolutions de l'ONU depuis sa création en Palestine, en prétendant qu'il se défend. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui gêne là, moralement, éthiquement? Ah ben, moralement, il y a beaucoup de choses qui gênent. Ça, c'est évident, Eric. On peut pas dire le contraire. Mais on fait ce qu'on peut à notre petit niveau pour ouvrir les yeux des gens, pour les faire réfléchir. Maintenant, après, c'est eux qui votent, hein. Et Dieu que c'est pas Faut ça. quand même savoir, faut quand même savoir, aujourd'hui, l'Europe, elle est dirigée par des nazis. Merz, le nouveau chancelier, grand-père SS nazi. Frau van der Leyen, grand-père SS nazi. Kaja Kallas, qui s'occupe de la diplomatie européenne, qui était l'ancienne première ministre de Finlande, grand-père SS nazi. Et puis depuis 3 mois, on a la nouvelle directrice du MI5, c'est pareil, grand-père SS nazi. Et puis tous les SS nazis qui sont revenus diriger l'OTAN en Europe, hein. J'ai le détail dans le livre. Euh, le premier président de l'Union européenne, Walter Wallstein, c'était un ancien SS nazi. Kurt Waldheim, qui a été secrétaire général de l'ONU, et qui ensuite est devenu président de l'Autriche, qui a dû démissionner parce que son passé est réapparu, c'était aussi un ancien SS nazi. Donc, il faut savoir par qui l'Europe, elle est dirigée aujourd'hui. Et on le voit bien, hein, Van der Leyen, elle n'a pas été élue, hein, et pourtant c'est elle qui dirige, qui dépense notre argent. Ben oui, c'est ça qui est paradoxal. Elle qui est tellement attachée aux principes démocratiques n'est Oui, élue, voilà. n'est élue par personne. C'est ce qui lui a été mis dans les gencives la semaine dernière par un député. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Mais Eric. Je trouvais que tu c'était sais, tout à important l'heure, tu nous parlais, Eric, tu nous parlais que les gens prennent Poutine traitent Poutine de dictateur. Oui, Mais oui. moi, je trouve que notre président a donné une très bonne définition du dictateur, puisque c'est dans le livre aussi, lors d'une de ses balades, il y a une personne dans la rue qui lui a dit nous sommes en dictature. Et il lui a dit mais non, madame, une dictature, c'est un pays où un homme seul ou un petit groupe d'hommes décide pour tout le monde. Et je crois Oui, qu'il oui. parlait de la France, là, non? Non, parce Non, que tout l'argent qu'il envoie en Ukraine,
C'est pas le Parlement qui décide, c'est pas les Français qui décident, hein. Donc, c'est lui qui décide tout seul. Donc, c'est bien ça une démocratie. Bon, en tout cas, moi, je reprends la définition de la démocratie de Louis-Ferdinand Céline. C'est Oui. celle qui me semble correspondre le plus à la réalité que nous vivons. Par le peuple, pour le peuple. C'est ça, oui. Merci. Je te cède la parole, mon cher Doc. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Merci beaucoup, Jean-Michel. Tu es donc Merci, aussi Eric. écrivain, et je souhaitais savoir, tu es écrivain, tu as rencontré Piotr Tolstoï, le petit-fils de Léon Tolstoï. Je voudrais savoir, Oui. est-ce que la culture française compte beaucoup pour les Russes, ou est-ce que c'est une anecdote pour eux? Ah non, non, elle compte beaucoup. Bah, tu sais, déjà sous la Grande Catherine, la cour russe parlait français, hein. Donc non, non, elle avait racheté toute la bibliothèque de Voltaire. Non, non, la culture française compte énormément pour eux. Ils adorent toujours notre Mireille Mathieu national, même si ça dérange certaines personnes. Non, non, la culture française compte beaucoup. Alors, est-ce Heureusement, que, on n'a pas tout lorsque, perdu, mais si tu veux, faut pas confondre. Ils savent très bien qu'une grande majorité de Français aiment bien la Russie et ne se laissent pas monter la tête contre la Russie, hein. Ceux avec qui j'ai parlé, en tous les cas, ils sont bien conscients de ça. Tous les journalistes que j'ai pu rencontrer, et vraiment j'en ai rencontré pas mal, non, ils sont bien conscients de ça. Il y a une grande différence entre le, le peuple français et puis le gouvernement français. Même Alexander Magokonov, avec qui j'ai déjeuné, il m'a dit, je continue à recevoir des messages de Français qui me donnent des nouvelles, qui me disent vous nous manquez, etc., etc. Alexander ferait, je trouve, un excellent ambassadeur en France parce qu'il est vraiment connu des Français et il était aimé des Français. alors c'était Là, important là, de préciser c'est ça. pour terminer l'interview, la vodka, là. Voilà, c'était important de préciser ça, Jean-Michel, parce que je voudrais que les Russes, les quelques Russes francophones qui nous écoutent et qui vont peut-être relayer ça autour d'eux, se rendent vraiment bien compte que les Français n'ont jamais et ne considèrent pas dans leur grande majorité la Russie et les Russes comme leur ennemi, mais nous sommes de plus en plus nombreux à nous rendre compte que notre ennemi sur le sol français, il est au milieu de nous, il n'est pas à l'extérieur de nos frontières. Et que Ouais. je reprendrai les propos c'était Étienne Chouard qui avait dit que si on n'avait pas compris que Macron était un agent étranger, eh bien tout ce qui nous arrive en France n'aurait aucun sens. Mais dès qu'on sait ça, tout prend Ouais. sens. Exactement. Comme les deux précédents, d'ailleurs. Comme les deux précédents. Je voudrais préciser, j'ai plus les noms en tête, mais l'affiche que tu viens de mettre, là, je voudrais préciser pour ceux qui nous écoutent que les deux personnes qui ont collé cette affiche sur les murs ont été emprisonnées. Je ne sais pas s'ils sont toujours emprisonnés, mais au bout de 15 jours, elles étaient toujours en prison en France. Parce que la France est une grande démocratie et si tu colles ces affiches-là sur les murs, eh ben, tu te retrouves en prison. Eh bien, on s'apprête C'est à passer les, aussi quelques jours en garde à vue c'est pour les gens la de passation de l'association TV. pour la défense du Donbass. On se prépare donc à passer en garde à vue pour avoir défendu si cette vision des choses sur TV ADP. Merci. Ah bah moi, mon prochain retour de Russie, vu que le livre sera sorti en russe et préfacé par Tolstoï, c'est sûr que, comme dirait mon ami André Verkov, tu vas avoir deux policiers qui vont t'attendre à la sortie. Eh bien, nous verrons bien pour la suite. Pour le moment, nous sommes libres et même en prison, nous le serons encore pour continuer à nous exprimer et dire ce que nous avons à dire. Vive la France, vive la Russie et vive l'amitié franco-russe. Merci beaucoup, Voilà. Jean-Michel. Merci à vous deux et bonsoir à tout le monde. Et on se reverra après le passage de ton livre traduit en russe et tu nous expliqueras peut-être Pour pendant le un de tes printemps, voyages ce qu'il en est. Ça nous fera un grand plaisir. Au avec revoir, plaisir Louis. aussi. Et bonne fin d'année à tous et je vais vous dire quelque chose que le président ne vous dira jamais. Joyeux Noël! Exactement. Joyeux Noël à tous. Bonne montée vers Noël.